Heureuse de vous retrouver à l'actualité environnementale de ce jeudi 14 septembre. Voici les titres. Les autorités djiboutiennes ont procédé au lancement officiel du premier parc éolien du pays. Il s'agit de la plus grande installation d'unités de production d'électricité. La plupart des pays africains souffrent du manque d'eau. C'est le cas du Gabon où la population n'a pas accès à l'eau potable. Une situation que les habitants de ce pays vivent mal. Et puis la société française ISB France vient d'être condamnée par le tribunal correctionnel de Rennes pour importation illégale de bois. À suivre dans un instant. C'était les titres. Bienvenue. Les autorités djiboutiennes ont procédé récemment à l'inauguration du premier parc éolien terrestre du pays à Goubé El Karab. Ce parc est construit dans le cadre d'un partenariat public-privé. C'est la plus grande installation de production à grande échelle d'électricité propre de ce pays de la Corne de l'Afrique. Alessandra Dekombi nous en parle. Le parc éolien situé à proximité de la baie de Goubet est équipé de 17 éoliennes installées par Siemens Gamesa. Il couvre une superficie de 395 hectares près de l'anse de Goubet, dans la région de l'Arta, le long de la frontière avec la région de Tadjoura. Les turbines sont portées par des mâts de 150 mètres de hauteur. L'électricité produite est évacuée via une sous-station de transmission aérienne de 5 km. Le parc permettra d'éviter les émissions de 252 500 tonnes de dioxyde de carbone par an, soit l'équivalent de 55 000 bus. D'après le directeur général de Red Sea Power, le Djibouti est un pays entièrement desservi par les importations de combustibles fossiles et d'électricité. Il faut des solutions d'énergie renouvelable à grande échelle pour accroître la résilience au changement climatique. Actuellement, Djibouti affiche une capacité installée de 126 MW entièrement issue des énergies fossiles, dont moins de la moitié est opérationnelle selon Power Africa. Le pays importe une partie de son électricité auprès de son voisin Éthiopie. C'est dire que le parc éolien de Goubet, qui a nécessité un investissement de 122 millions de dollars, permet à Djibouti de gagner en autonomie sur le plan énergétique. La tempête Daniel vient de balayer la ville côtière de Derna en Libye. Après avoir dévasté le sud de l'Europe, notamment la Grèce, la Bulgarie et la Turquie, cette tempête a englouti des quartiers entiers, faisant des milliers de morts et des blessés. Les détails dans ce commentaire de Vivace Amana. Le nord de l'Afrique n'en finit pas avec les phénomènes météorologiques extrêmes. Après un grand séisme meurtrier au Maroc dont les victimes continuent à être comptées par milliers, la Libye également pleure ses habitants avec le passage de la tempête Daniel. Le bilan humain et environnemental est très lourd. Plus de 5000 personnes auraient perdu la vie dans ces inondations qui ont suivi le passage de cette tempête. Des quartiers résidentiels et autres infrastructures se retrouvent désormais sous les eaux. Rien que dans la ville de Derna, il y a plus de 2000 morts et nous prions pour leurs âmes. Il y a également entre 5 et 6 000 disparus. Et ce nombre peut augmenter de manière très significative. Beaucoup d'autres personnes sont portées disparues. Environ 10 000 personnes sont recherchées dans les eaux qui atteignent des niveaux records et inquiétants. Cette situation a été accentuée avec le débordement des eaux de deux grands barrages situés dans la région. Les barrages se sont effondrés dans le quartier sud, le premier et le deuxième barrage sur Wadi Darna, ce qui a provoqué un écoulement de l'eau à l'intérieur de la ville. 3 ponts se sont complètement effondrés et l'eau s'est répandue à l'intérieur des quartiers. Des quartiers entiers ont été déplacés vers la mer, emportant les habitants. 3 jours de deuil national ont été décrétés par les autorités et la mobilisation pour sauver des personnes disparues continue avec l'appui des sauveteurs internationaux. Les sauveteurs internationaux et les bénévoles s'activent pour rechercher de nouvelles victimes du séisme au Maroc. 3 jours après le drame, ils espèrent trouver d'autres survivants. Léonce Sabo. Au Maroc, malgré la douleur et la tristesse, on constate une forte mobilisation pour venir en aide aux sinistrés du séisme qui a frappé le pays. En effet, les citoyens des 4 coins du pays n'ont pas hésité à venir soutenir les victimes. Un geste qui encourage et donne espoir dans la recherche d'autres survivants.
Ces recherches notamment se poursuivent 3 jours après le drame avec l'aide internationale. Ainsi, des sauveteurs britanniques, qataris, émiriens et espagnols présents sur le site et équipés du traçon de chiens et de drones sont à pied d'œuvre pour espérer obtenir des résultats positifs. Rose Gordon, le chef des sauveteurs anglais, s'exprime à ce propos. La survie est toujours possible à ce stade. Nous avons espoir. Nous ne cherchons pas les corps, mais uniquement les victimes vivantes. À une centaine de mètres du bâtiment des urgences où les premiers soins sont administrés aux blessés, une 50aine de bénévoles s'activent pour apporter des vivres et des matériels médicaux aux villages des montagnes les plus touchés. Le continent africain souffre du manque d'eau potable depuis plusieurs années. L'accès à l'eau potable est de plus en plus menacé par la déforestation, le changement climatique et la croissance démographique. Selon le Conseil mondial de l'eau, environ 300 millions d'Africains n'ont pas accès à l'eau potable. Suivons. Plusieurs pays africains souffrent cruellement du manque d'eau potable. Selon le Conseil mondial de l'eau, environ 300 millions d'Africains n'ont pas accès à l'eau potable. Pourtant, l'OMS précise qu'il faut 50 litres d'eau par jour par personne. Dans certains pays, moins de 50% de la population ont accès à l'eau potable, avec souvent un service discontinu. Ainsi, dans plusieurs villes d'Afrique, l'utilisation quotidienne reste inférieure à 20 litres d'eau, malgré les progrès enregistrés dans quelques-uns de ces pays. La disponibilité de l'eau potable est de plus en plus menacée par l'utilisation des terres, la déforestation, les changements climatiques et la consommation accrue d'eau douce en raison de la croissance démographique et du développement industriel. En outre, la qualité de cette eau est menacée par l'augmentation de la pollution due en particulier à l'urbanisation et à l'agriculture intensive. Selon un rapport des Nations Unies sur l'eau, on estime que 3 emplois sur 4 sont globalement tributaires de l'eau, ce qui démontre que les pénuries enregistrées et le manque d'accès à l'eau potable continueront au cours des prochaines décennies. Malgré les progrès accomplis, le manque d'équipement a des conséquences économiques et sociales graves qui devraient pousser chacun des pays de la sous-région à enfin définir une politique de l'eau. Parlons toujours du manque d'eau potable en Afrique. L'accès à l'eau est une préoccupation majeure au Gabon. En plus de parcourir de longues distances pour accéder à une borne fontaine, les habitants de ce pays sont obligés d'utiliser l'eau non traitée dans des puits creusés à même le sol. Cette eau non traitée contient des microbes qui constituent un danger sur la santé. Plus de précision dans ce récit. Faire des kilomètres de route pour accéder à une borne fontaine dans l'espoir d'y remplir quelques bidons, c'est le quotidien de nombreux Gabonais. Le Gabon ne manque pourtant pas de ressources hydriques avec un potentiel de 170 milliards de mètres cubes d'eau par an. En revanche, le pays manque cruellement d'infrastructures pour traiter de l'eau et la distribuer. Comme beaucoup d'habitants de Libreville, Armel Kassa est dans l'incompréhension. Il n'y a pas de raison qu'un pays comme le Gabon, là où il y a de l'eau et on manque d'eau au niveau des robinets, c'est qu'il y a un véritable problème, c'est que la société d'eau et d'énergie du Gabon ne prend pas vraiment ce souci à cœur. Les Gabonais qui ne peuvent pas parcourir de longues distances ou acheter de l'eau minérale doivent se résoudre à puiser de l'eau non traitée dans des puits creusés à même le sol. C'est très dangereux pour la santé, parce que pendant la saison, des microbes qui montent, on n'a pas de choix parce que vous avez des enfants, il y a des gens qui sont des familles diminuées qui n'ont pas de moyens pour se procurer l'eau minérale ou d'autres personnes sont obligées d'aller dans d'autres quartiers. Donc ici, c'est un puits, là où Mafobie, donc les gens viennent puiser de l'eau ici pour se laver. S'il n'y a pas de choix. Ainsi qu'en 8 ans, Geneviève Boussougou organise son quotidien autour des horaires d'approvisionnement en eau. La seule fontaine publique de son quartier n'est ouverte que quelques heures par semaine, la plupart du temps au milieu de la nuit. Dans mon ménage, c'est compliqué. Donc l'eau n'arrive que 2 fois par semaine et rien que les week-ends. Et à partir de quelle heure? 1h, 2h du matin, au plus 3h. Et on est obligé de réveiller les enfants parce qu'on ne peut pas sortir à une certaine heure seul à cause de l'insécurité. On est obligé de prendre tous les enfants de la maison, aller avec les brouettes qui sont là dehors
À La Fontaine où vous étiez. L'approvisionnement en eau pose une question de santé publique urgente, d'autant plus que la situation a pris un tournant plus dramatique durant la crise sanitaire. Une priorité fixée par le nouveau gouvernement de la transition du général Oligui Nguema. La déforestation illégale n'est désormais pas sans conséquences dans l'Hexagone. Le tribunal correctionnel de Rennes a ainsi condamné l'entreprise ISB France à 100 000 € d'amende pour avoir importé illégalement du bois venu du Brésil. Les tenants et les aboutissants de cette décision dans ce commentaire signé Vivace Amana. 100 000 €, c'est le montant de l'amende que l'entreprise ISB France devra payer pour avoir importé illégalement du bois coupé dans la forêt amazonienne au Brésil. Cette somme requise par le tribunal correctionnel de Rennes, comme le leader français du bois de construction, démontre l'importance accordée à la lutte contre la déforestation illégale de l'Amazonie. En effet, la décision d'amender l'entreprise ISB France fait suite à la plainte déposée quelques semaines plus tôt par les ONG environnementales Greenpeace France, France Nature Environnement et Canopée. Il reproche à l'entreprise une grande négligence dans le suivi du processus d'importation du bois dans l'Hexagone. ISB français vu reprocher également des incohérences chronologiques entre les dates de départ de la marchandise et les dates de contrôle. Les ONG auteurs de la plainte se verront verser des indemnités de 10 000 € pour Greenpeace, 5 000 € pour France Nature Environnement et 5 000 € également pour Canopée. Par cette décision, les autorités françaises accentuent leur désir de lutter contre la déforestation illégale dans le monde et celle de l'Amazonie en particulier, car elle représente le poumon vert de la planète. La disparition des espèces aquatiques et halieutiques est souvent attribuée aux effets des canicules marines. Mais ce fait n'est pas évident. Une étude menée par les chercheurs du monde dans le domaine révèle que 82 000 prises de pêche suite à une analyse que les canicules marines n'affectent pas l'abondance des poissons. Les explications dans ce commentaire de Rafietou Bereko. D'après une étude publiée dans la revue Nature, il en ressort que les canicules marines ont un effet minime sur la biodiversité. Elles entraînent peu de changements dans la composition des populations halieutiques dans l'hémisphère nord. C'est une nouvelle positive et surprenante. L'étude est menée par une douzaine de chercheurs américains, canadiens et européens. Ils ont analysé plus de 82 000 prises de pêche avec des chaluts de fond dans le cadre de campagnes scientifiques en Atlantique Nord et dans le Pacifique Nord-Est. Les captures portant sur 1769 espèces de poissons de fond pêchées entre 1993 et 2019 ont été comparées avec 248 vagues de chaleur enregistrées sur la même période dans les eaux profondes de la zone subtropicale à l'Arctique. J'ai été surprise par ces résultats, a déclaré Alexa Fredson, professeure assistante au département de sciences océaniques de l'Université de Californie et principale auteure de l'étude. En ce qui concerne les analyses, les chercheurs n'ont pas trouvé de rapport significatif entre l'intensité cumulée des vagues de chaleur marine et l'évolution de la biomasse des poissons de fond. Aucun constat n'est avéré le déclin rapide des poissons d'eau froide ou de foisonnement des poissons d'eau chaude à la suite de ces vagues de chaleur. Dans les villes du Caire en Égypte et de Casablanca au Maroc, la technologie a littéralement révolutionné le quotidien des citadins. À l'image de Toronto au Canada ou de Singapour, la cité la plus connectée au monde, la digitalisation des services de base est une réalité dans ces capitales africaines. L'écho de cette transformation numérique réussie commence à retentir dans d'autres villes sur le continent où le réchauffement climatique et la croissance démographique sont encore des obstacles pour le développement durable. Alessandra Adécombi. Ville intelligente, territoire connecté, cybercité, communauté électronique, autant de termes utilisés pour désigner une zone urbaine qui a accéléré son développement économique et durable à l'aide des technologies. Quelques agglomérations africaines commencent par apparaître dans cette liste très fermée. Il s'agit du Caire en Égypte et Casablanca au Maroc. Ces capitales ont expérimenté au cours des dernières années des solutions numériques qui ont débouché sur la digitalisation des services de base au profit de leur population. Casablanca est la première métropole d'Afrique depuis 2015 à avoir rejoint le réseau des 25 villes intelligentes sélectionnées par l'Institut des ingénieurs en électricité et électronique. La ville rouge administrée par Nabila Rimli
est l'une des pionnières sur le continent à expérimenter la télégestion de la circulation routière. Cette transformation numérique se matérialise également à travers la gestion électronique des déchets. Le Caire, pour sa part, est déjà plus avancé en termes de Smart City. La plus grande ville égyptienne abrite des entreprises et des laboratoires qui font concurrence avec des géants technologiques de la planète. Des appareils qui permettent d'optimiser sa consommation d'énergie et de réduire ses factures d'électricité. La Smart City du Caire, c'est aussi des smart homes, des applications mobiles qui permettent de contrôler à distance un bâtiment. Il est à noter que 40% de la population africaine est connectée à Internet, contre une moyenne mondiale de 103% d'après l'Union internationale des télécommunications sur la connectivité numérique en 2022. Des discussions sont en cours pour permettre à d'autres pays d'Afrique d'expérimenter ces méthodes. En Autriche, le ministère de l'Environnement propose d'offrir aux volontaires un an de transport gratuit en échange d'un tatouage. C'est un abonnement mis en place depuis 2 ans pour amener les Autrichiens à être plus écologiques à travers les transports en commun. Javier Tumberekoun fait le point. Pour attirer plus de monde, notamment les jeunes, vers l'écologie, le ministère autrichien de l'Environnement incite les populations à prendre davantage un transport commun. Pour ce faire, il propose aux volontaires un an de transport gratuit en échange d'un tatouage, mais pas n'importe lequel. Ainsi, pour profiter de cette offre singulière, il faut obligatoirement se faire tatouer à l'encre sous la peau le mot magique « climat-ticket ». Le climat-ticket pour un billet climatique désigne un abonnement annuel qui est mis en place depuis 2 ans. Cet abonnement permet aux personnes tatouées de prendre autant de fois qu'elles veulent les bus, le métro, le train ou le tramway. Les volontaires sont libres de choisir la partie du corps où se faire tatouer, que ce soit l'épaule, l'avant-bras ou la fesse gauche. 245 000 personnes possèdent déjà le climat-ticket. La société de distribution du climat-ticket a installé ses stands d'information et de tatouage sous la bannière Action Goethe unter die Haut, ce qui signifie action dans la peau à travers le festival de musique cet été. Pour appuyer l'initiative, la ministre de l'Environnement elle-même effectue des déplacements sur place. Mais cette initiative sera très critiquée par la cible elle-même à travers des commentaires sur les réseaux sociaux et ensuite jugée par une députée du Parti libéral Neos, Henri Brandstotter, qui assume s'y connaître assez bien en tatouage douteux. En revanche, les représentants de la société gérante du climat-ticket ont assuré que les réactions des festivaliers avaient été extrêmement positives et que la campagne fut bien accueillie. Environ 25 000 personnes ont manifesté le week-end dernier sur une autoroute de la Haye en Hollande. Ils entendent protester contre les subventions en faveur des énergies fossiles. Léonce Sago. Le week-end dernier, la ville de la Haye, qui abrite le siège du gouvernement néerlandais, a été le théâtre d'une manifestation qui a mobilisé plus de 25 000 personnes. Ces manifestants, qui avaient bloqué l'autoroute A12 en plein centre de la Haye, exigeaient la fin immédiate des subventions des énergies fossiles. Ces énergies, à savoir le charbon, le gaz et le pétrole, sont en effet considérées comme écologiquement polluantes de par leur extraction et leur consommation. Comme approche de solution pour l'arrêt des manifestations, le syndicat de la police propose au gouvernement d'engager un dialogue immédiat avec le mouvement de contestation Extinction Rebellion, qui menace de renouveler leur action jusqu'à obtenir gain de cause. Notons par ailleurs que le sommet du G20, qui s'est tenu le même jour à New Delhi, à propos de ces énergies, s'est soldé par la réduction de leur utilisation dans la production de l'électricité au profit des énergies renouvelables. Ainsi s'achève ce journal. Merci de votre attention. Bonne suite de nos programmes. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à vous.